Faut-il encore enseigner le grec, le latin ou d'une manière plus générale, des langues classiques dites mortes à l'école? Voilà le thème de notre dossier de cette semaine. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans l'école buissonnière, votre magazine éducatif hebdomadaire. Avec nous aujourd'hui, le professeur Pierre Chanville, directeur à l'Institut universitaire de formation des maîtres, Sophie Blanche, agrégée de lettres classiques, et Paul Lebrand, spécialiste de l'enseignement des langues étrangères. Alors, Madame Blanche, commençons par vous si vous le voulez bien. Faut-il encore enseigner le latin et le grec à l'école? Ah oui, bien sûr. L'enseignement du grec et du latin me paraît tout à fait indispensable en France aujourd'hui. En France d'ailleurs, et dans bon nombre d'autres pays, parce que ces langues sont le berceau de la nôtre. Le français est né du latin, du bas latin, qui lui-même s'était déjà lourdement enrichi de l'héritage hellénique. Et à mon avis, connaître le latin, connaître le grec, c'est revenir aux sources du français. Et vous savez, connaître son passé, c'est souvent mieux comprendre son présent. Vous avez raison, tout le monde a bien conscience de l'importance pour des philologues et des linguistes de se pencher sur ces langues mortes, mais enfin, croyez-vous sincèrement que c'est nécessaire pour un jeune adolescent de la banlieue parisienne? Vous dites plusieurs choses qui me troublent, pour ne pas dire plus. Bon, tout d'abord, ces langues ne sont pas plus mortes que l'occitan ou le breton. Elles sont écrites, largement diffusées, encore relativement publiées, et finalement leur survie ne dépend que du nombre de locuteurs qu'elles ont. Tant que nous serons quelques centaines à parler ou à lire le latin, ça ne sera pas une langue morte. Et puis... Mais vous le dites vous-même, il ne s'agit que de quelques centaines d'érudits et... Laissez-moi continuer. Quelques centaines, quelques milliers, peu importe. Essayez de comprendre ce que représentent ces langues en Italie ou en Grèce. Elles y ont un statut tout à fait exceptionnel. Mais nous sommes en France. Eh bien, justement, je ne vois pas pourquoi ces langues devraient mourir en France et rester bien vivantes ailleurs. Mais je voudrais ajouter autre chose. Vous me demandez si un jeune banlieusard a intérêt à apprendre le grec ou le latin. Mais pourquoi un jeune banlieusard n'y aurait-il pas droit? Vous rendez-vous compte du niveau de ségrégation dans lequel vous vous immergez? Je rejoins tout à fait Madame Blanche. Le professeur Chanville, responsable d'un IUFM, institut chargé de la formation des maîtres. Oui, je suis d'accord avec Madame Blanche quand elle dit que nous ne pouvons pas faire une discrimination entre les jeunes, qu'ils viennent de la banlieue parisienne ou d'ailleurs. Cependant, il faut reconnaître que l'enseignement du grec et du latin, des langues dites classiques, a aussi servi de filtre sélectif dans notre système éducatif. Que voulez-vous dire? Eh bien, ces langues ont été utilisées pour créer des groupes de bons élèves. Les chefs d'établissement, n'ayant pas le droit de constituer des classes de niveau, ont utilisé ce prétexte pour créer des classes d'élite. Il y avait les bons qui faisaient du grec ou du latin et les autres. Oui, c'est d'ailleurs cette attitude qui a contribué à renforcer le caractère complexe de ces langues qui ont été rejetées par beaucoup d'élèves. Tout à fait, et c'est dommage, car il est vrai que leur apprentissage peut favoriser le développement scolaire des étudiants. À commencer par l'orthographe. La réforme des F en PH lorsqu'ils sont d'origine grecque, c'est quand même plus facile à comprendre quand on a fait du grec. Pharmacie, photographe... Orthographe. Orthographe, oui, tout à fait. Mes enfants qui ont fait du grec ne font plus de fautes sur ces mots, ni d'ailleurs sur les accents circonflexes. Justement, rappelez-nous la règle. Eh bien, c'est très simple. Lorsqu'en latin, le S était suivi d'un T, en français, le S a disparu, mais on l'a remplacé par un accent circonflexe, dans hôtel et hôpital, par exemple. Oui, enfin, c'est quand même un peu difficile pour un jeune qui a des difficultés en orthographe de penser à revenir au latin ou au grec pour savoir comment s'écrivent tel ou tel mot. Mais pourquoi pas si ça marche? Oui, bien sûr, pourquoi pas. On peut aussi essayer de se rappeler de ces cours de physique sur les vitesses ou les centres de gravité pour prendre un virage en voiture. Oh, vous exagérez. Alors, Paul Lebrand, spécialiste de l'enseignement des langues étrangères et auteur d'un ouvrage qui vient de sortir, Les langues passeports du monde, que pensez-vous du grec et du latin? J'ai rien contre le grec ou le latin, bien au contraire. Et ce qui me gêne, c'est que nous sommes dans un pays où l'enseignement des langues étrangères n'est guère performant. Alors je me demande s'il est bien nécessaire d'alourdir les programmes avec une autre langue, voire deux, alors que nous ne sommes même pas capables de bien enseigner l'anglais, l'allemand ou l'espagnol. Ça s'améliore quand même. Oui, ça s'améliore, c'est vrai. Mais nous avons des cours de langue étrangère encore trop classiques, trop basés sur l'enseignement de la grammaire ou de l'orthographe, justement. Nos enfants savent conjuguer des verbes, ils connaissent des tas de listes de vocabulaire, mais ils sont incapables de communiquer avec les petits anglais. C'est tout de même pas la faute du latin si les enseignements en anglais ne sont pas bons. Oui et non.
La culture des lettres classiques a nui, à mon avis, à l'efficacité de l'enseignement des langues étrangères, justement parce que on a oublié qu'une langue, c'est quoi? C'est avant tout un outil de communication et pas simplement un exercice intellectuel. Donc, vous prenez un développement de l'enseignement des langues vivantes aux dépens des langues mortes. Tout à fait. Il faut revenir à un enseignement fait pour construire un monde citoyen où chacun d'entre nous pourra parler plusieurs langues. Vous voulez dire qu'en enlevant des heures de latin et de grec, on pourrait mettre davantage d'heures de langue? Si l'enseignement des langues étrangères n'est pas bon, comme le dit lui-même Monsieur Lebrun, je vois pas pourquoi il faudrait mettre davantage d'heures. Faudrait déjà que les profs commencent par bien faire leur travail. Les enseignements ont évolué. Monsieur Chanville le confirmera sans doute. Mais le système doit aussi s'adapter. Le ministère de l'Éducation fait actuellement de gros efforts. Il a intégré les normes de référence du Conseil de l'Europe. Il a mis en place des groupes à effectifs réduits en terminale. Il est en train de revoir sa politique de certification et d'évaluation. Et tout ceci va contribuer à développer les langues étrangères. Mais nos programmes sont encore trop lourds. Oui, c'est vrai que de gros efforts ont été accomplis et je suis sûr que l'on récoltera bientôt les fruits de ce travail. Mais je pense pour ma part et pour répondre à votre question que l'enseignement des langues étrangères n'est pas opposé à celui des langues classiques. Je crois que nous devons abandonner les schémas classiques où tous les enfants faisaient de tout. Aujourd'hui, le latin et le grec sont sans doute encore des langues utiles pour beaucoup d'élèves. Et ceci indépendamment de leurs origines géographiques ou sociales, mais je ne crois pas qu'il faille les imposer. Il est temps que l'école s'ouvre à un enseignement différencié, où chaque élève pourra construire son parcours en fonction de ses centres d'intérêt. Ou de ses lacunes. Oui, ses lacunes en orthographe par exemple. Pour celui-là, le grec sera sans doute bien utile. Eh bien, voilà nos spécialistes réconciliés autour de ce thème. Faut-il enseigner les langues classiques à l'école? Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre participation. Quant à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un thème tout à fait d'actualité. Faut-il plus d'autorité à l'école?